Donc, je vais rapidement introduire nos intervenants et puis le sujet de ce matin et je laisserai la parole très vite à Jean-Marie Robert. Donc, nous sommes réunis ce matin pour échanger autour de plusieurs sujets sociaux et environnementaux qui concernent actuellement l'entreprise Stellantis et dans une certaine mesure l'ensemble du secteur automobile français. Donc, alors que l'industrie automobile connaît une période de transformation importante, la recherche d'optimisation des marges a été une priorité depuis quelques années. Toutefois, cette dynamique va souvent à l'encontre des objets sociaux et environnementaux pour le secteur, alors que, euh, comme nous allons le voir, comme nos intervenants vous l'expliquer, ces trois objectifs pourraient être réconciliés. Donc, pour échanger sur le sujet, le FIR est donc ravi d'accueillir trois intervenants spécialistes de ces sujets. Nous avons donc ce matin Jean-Marie Robert, secrétaire national de la CFDT FGMM, Marie Chéron, responsable de la politique des véhicules pour transport et environnement, et Pierre Leflèvre, responsable transport pour le réseau Action Climat. Donc rapidement, comment les choses vont se dérouler. Donc dans un premier temps, Jean-Marie nous parlera de certains cas de fermeture récente d'usines en France dans un contexte de réduction des coûts pratiqués par l'entreprise Stellantis, ainsi que de ses récents choix stratégiques. Marie évoquera ensuite sa stratégie d'investissement, donc la stratégie d'investissement de Stellantis, ainsi que de celle des constructeurs en général, et leurs potentielles conséquences sociales et environnementales. Et enfin, Pierre expliquera pourquoi il est possible et souhaitable de changer ses orientations stratégiques en s'appuyant notamment sur la récente étude Produire les citadines électriques en France, co-publiée par la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'Institut des mobilités en transition. Voilà pour le programme. On gardera, comme d'habitude, une quinzaine de minutes de questions-réponses. Donc, a priori, vous pouvez tous ouvrir vos micros de manière autonome. Donc, n'hésitez pas lors de cette session de questions-réponses et bien sûr au fur et à mesure de la présentation dans le chat. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Marie et je vous remercie encore chaleureusement tous les trois. Bonjour à toutes et tous. Donc, avant de commencer mon intervention, je vais quand même repréciser deux, trois choses et recontextualiser. Donc, ça fait de nombreuses années, plus de 3 ou 4 ans, qu'on travaille de façon assez étroite et collaborative avec les ONG sur le sujet de la transition écologique dans l'automobile et tous les enjeux emploi. Donc là, on vient évoquer une étude FNH IMT, mais il y a déjà eu un précédent, donc une étude 1 en 2021 qui traitait de ce sujet de la transition écologique dans la branche groupe motopropulseur. Les conclusions de l'époque mettaient en évidence des difficultés à venir, mais pour autant un scénario plausible de retrouver un peu de stabilité à l'horizon 2030 pour peu qu'un certain nombre de gestes soient faits. Donc, pour information, au niveau de la métallurgie, la CFDT, on travaille depuis de nombreuses années aussi en comité stratégique, en conseil de secteur, donc intégrant l'ensemble des équipementiers et sous-traitants, mais et aussi les constructeurs de la filière automobile, qui soient issus de la métallurgie ou du champ de la plasturgie du caoutchouc. Et l'idée de venir vous solliciter, elle émerge en fait de ces réunions avec les délégués syndicaux de ces entreprises qui nous remontaient des témoignages de plus en plus difficiles à entendre et à vivre, concernant notamment les stratégies achats et la politique globale de Stellantis. Donc pour ce faire, je vais peut-être partir d'un cas concret des derniers en date, hein, c'est Magneto Automotive France. Donc Magneto Automotive France frappe des pièces pour le compte de Stellantis, pour la grande partie de Stellantis. C'est 80% pour Stellantis et 20% pour Renault. Et dernièrement, donc, on apprend que l'entreprise se met en grève et on prend contact avec le délégué syndical de l'entreprise et on essaye de fourrer un petit peu ce qui se passe. Et là, bon, on nous explique qu'il y a une dette fournisseur conséquente et que le devenir de l'entreprise est plus qu'inquiétant. Et en travaillant avec notre collègue, connaissant un petit peu les pratiques chez Stellantis, on se met à envisager une hypothèse, sachant qu'ils étaient sur du quasi mono-sourcing pour ces pièces-là. Et notre délégué syndical central investit
investigue cette hypothèse et s'aperçoit que ça faisait 3 mois que les outils qui sont nécessaires à la frappe des pièces sur MAF étaient arrivés à l'usine Stellantis de Rennes. Donc, ils avaient fait fabriquer un doublon des outils en Chine par des Chinois, amenés à Rennes pour mettre en place sur leur presse interne. Le déverminage de l'installation a été fait aussi par des techniciens chinois. Et donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça fait des mois qu'un grand plan est écrit pour arrêter MAF France. Donc, MAF France, qui est l'ancien site Peugeot-Aulnay, hein, donc c'est un site historique de PSA hein, à l'époque. Et on commence à défaire un petit peu la pelote, quoi, et on s'aperçoit effectivement que un des problèmes majeurs, c'est que l'entreprise est obligée d'acheter sa matière première à Stellantis. Stellantis augmente ses coûts matières sans augmenter ses coûts de rachat de ses pièces. Donc, dans l'idée de faire effectivement réduire ses coûts de façon permanente. Et au bout de quelques mois, on se retrouve avec une dette fournisseur de plus de 20 millions d'euros et l'entreprise qui met du coup la clé sous la porte, quoi. Alors que, dans le même temps, finalement, ils avaient déjà anticipé la transition. Donc, et dans le récit qui est écrit, si vous voulez, en proportion, là où MAF faisait à peu près 7000 véhicules jour en France, ils vont refaire à peu près 1000 véhicules jour à la Janée, sur le site de Stellantis à la Janée en Bretagne, et tout le reste va partir en Turquie. Donc là, encore une fois, on a une situation où la politique achat de la moins-disance économique, elle envoie, on va dire, au tapis 280 salariés plus 120 intérimaires, à peu près 400, au moins 400 salariés dans un endroit où c'est le dernier site de fabrication industrielle qu'on a sur le coin. Donc, ça va quand même poser de graves problèmes d'un point de vue territoire. Et effectivement, c'est ce qui nous a semblé en fait assez troublant pour le moins que l'on puisse dire, c'est de s'apercevoir en fait que tout était claveté par avance sans que ni les représentants du personnel ni quoi que ce soit soient au courant de ce qui se passe, quoi. Donc ils ont pris ça, sur la tête alors que tout était calé, quoi. Et si vous voulez, on a par ailleurs d'autres exemples qu'on peut mettre en évidence. Par exemple, dans le PSE de Marelli, à Saint-Julien-de-Sault. Saint-Julien-de-Sault, Marelli, c'était une des usines les plus productives et les plus compétitives de Marelli en Europe. Pour autant, ils ont fermé, ils ont été délocalisés. Et dans les informations qui ont été communiquées au CSE, on a pu lire notamment Stellantis augmente ses exigences en matière de best cost country et que pour travailler avec un high cost country comme la France, il faut une dérogation du service des achats. Et Marelli n'a pas eu de dérogation du service des achats. Donc, on est dans un système effectivement où de plus en plus la logique de coût prévaut de façon absolue, avec une volonté farouche de vouloir délocaliser. On avait par ailleurs fait aussi quelques expériences où on avait démontré la possibilité de faire un équilibre différent en parlant d'une compétitivité un peu écologique, notamment chez Forvia sur la partie siège auto, où il y avait des mousses qui étaient fabriquées en Roumanie, qui revenaient en France pour être montées à un site qui était distant de 40 km du site d'assemblage final de Stellantis. On a fait cette démonstration, Faurecia a joué le jeu, mais au bout d'un certain temps, ils ont eu une pression accrue de la part des acheteurs de Stellantis pour leur dire non, mais de toute façon, vous savez très bien, à la fin, ça ne tiendra pas, donc repartez en Roumanie. Et ils sont repartis en Roumanie. Donc, on a arrêté de produire local, c'est-à-dire qu'on faisait les mousses, le montage et les sièges sur 40 km pour refaire de nouveau des navettes. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure des conseils de secteur.
On a fait un article là, qui a été repris ce jour dans Le Monde, une partie, on vous communiquera d'après ce qui a été dit tout à l'heure l'article, mais on l'a intitulé On fait plus des bagnoles, on fait du fric, parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a une perte de sens totale de la part de nos collègues, et ce qui nous remonte, c'est effectivement même des velléités à ne plus collaborer avec Stellantis, quoi. Par défaut de paiement, par retard de paiement, par un comportement inapproprié, on va dire, sur les commandes, etc., etc. Donc ça devient de plus en plus difficile et on ne veut surtout pas que ça soit l'occasion, effectivement, de nous désengager de façon plus importante sur le secteur, quoi. Donc nous, ce qu'on a porté depuis très longtemps, c'est de dire qu'il faut de la coopération plutôt que de la compétition, recentrer nos activités sur une plaque avec une pertinence industrielle comme l'Europe. L'Europe, c'est un marché. On peut produire en Europe pour l'Europe. Et ça a du sens. Et que dans le cadre de la transition écologique, il y avait une nécessité d'accompagner le secteur en France pour passer d'une électromobilité, enfin d'une mobilité thermique à une électromobilité. Donc mes camarades tout à l'heure interviendront sur ces sujets de façon connexe aussi, mais ce qu'on regrette, l'exemple de MAF est assez symptomatique sur la pratique, mais au fond, c'est que MAF n'est pas réinterrogé par l'électromobilité. MAF fabrique des pièces qui sont aujourd'hui montées sur des véhicules qui sont propulsés par du thermique, par exemple. Donc, c'est pas ce qui se passe au niveau de la transition écologique qui vient réinterroger les activités de MAF, c'est bien les velléités en matière de profitabilité qui font qu'on en est à ce genre de situation. Et le comble du cynisme, c'est que dernièrement, les salariés, les acheteurs de chez Stellantis, qui ont passé une partie de leur carrière à faire en sorte que les sous-traitants fassent de plus en plus et de moins en moins cher, se retrouvent aujourd'hui sur la rampe de lancement des métiers en difficulté. C'est 400 salariés de chez Stellantis à qui on va demander de trouver un nouvel emploi, considérant que finalement, autant faire le business des achats directement avec des Chinois par des Chinois et avec des Indiens par des Indiens. Voilà, donc y compris aujourd'hui dans la façon dont ça va se gérer en interne chez Stellantis, ça devient dommageable. Voilà. Et puis l'arrivée de Leap Motors ne fait que compliquer les choses. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait mettre en évidence. En fait, c'est cette stratégie globale de réduction des coûts jusque boutiste qui amène à du désengagement d'emplois en France avec malheureusement l'actualité complique les choses, mais les risques politiques et démocratiques que ça peut revêtir que d'avoir une désindustrialisation dans un pays comme la France, par exemple. Voilà, merci. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tenu à peu près le timing. Je n'ai pas été trop gourmand, contrairement à mon habitude. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marie. Du coup, Marie, je te laisse prendre la suite. Ok. Eh bien, bonjour à tous déjà et merci au FIR pour l'organisation de ce briefing. Alors, juste pour resituer, donc, moi, je travaille à Transport et Environnement, qui est une ONG européenne basée à Bruxelles, mais qui est aussi présente depuis 2 ans dans 6 pays, dont la France, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Donc, chez Tiani, on est assez attaché à la concrétisation des objectifs climat. On s'est beaucoup battu pour l'objectif de 2035 pour aller vers le zéro émission. Mais du coup, on est attaché aussi dans les pays où on travaille directement à concrétiser ces objectifs. Et notamment, ça passe par la transformation de l'industrie. Donc, on suit beaucoup les politiques industrielles. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a publié récemment un briefing sur les investissements. Et donc, on a analysé les politiques d'investissement de 19 constructeurs mondiaux. On a analysé du coup les montants des investissements et l'orientation de ces investissements, c'est-à-dire vers où ça allait. Et donc, ça fait partie des premiers éléments que je voulais vous partager. Donc, il faut juste que je partage mon écran. Je vous demande 2 petites secondes. Hop. Là, et je vais remonter. Vous voyez tous mon écran, je vais le mettre en slideshow.
Très bien. Vous voyez? Très bien. Donc, la première des choses qu'on remarque, juste un point, c'est que depuis, on a regardé les investissements 2020-2023. La première chose, c'est que vraiment, il y a une augmentation largement significative des investissements au niveau mondial, avec une prépondérance des investissements européens. Les investissements des constructeurs européens par rapport au reste représentent 34% des investissements mondiaux. Par contre, ils ne sont pas forcément orientés sur le territoire européen. Et Stellantis est un des acteurs qui est particulièrement marquant de ce point de vue. Donc, si on regarde parmi, par exemple, les constructeurs automobiles qui ont investi en Europe, on en a 6 qui ont réalisé plus de 50% de leurs investissements en Europe, mais seulement 6, hein. BMW, dont BMW, Renault, Mercedes, Nissan ou Volkswagen. Et par contre, on voit sur ce graphique que je vous partage ici que Stellantis n'a réalisé que 10% des investissements annoncés en Europe, contre 74% en Europe du Nord. Donc, en fait, c'est un phénomène qui nous interpelle, parce que là, ici, sur Stellantis, c'est particulièrement marqué. Il y a vraiment un détournement vers l'Amérique du Nord, qui s'explique par les conditions et les politiques fortes de subventions qui ont été mises en place dans le cadre de l'IRA aux States. Mais là, du coup, vous voyez sur ce graphique, en bleu, ce sont les investissements en Europe, et en orange en Chine, et en vert aux États-Unis. Et on voit que pour Stellantis, effectivement, on est à peu près 10% des investissements qui se tournent vers l'Europe, contre 16% en Chine et 74% effectivement aux États-Unis. Pour nous, c'est un choix qui nous semble potentiellement dangereux pour l'emploi, d'une part. Donc ça, là, ça fait écho aussi à ce qu'a très bien expliqué Jean-Marie précédemment, mais aussi sur la maîtrise des impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie. Je réinsiste là-dessus parce que le passage à l'électrique, cette conversion, elle est absolument indispensable, mais elle ne suffit pas. C'est-à-dire que même si on a une réduction des émissions de gaz à effet de serre, on quantifie généralement, on est sur un ratio de 3 à 5 en Europe, donc effectivement, on va avoir déjà un gain carbone largement significatif, mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin pour atteindre nos objectifs climat, ce qui rend cette transition si complexe, mais on va avoir besoin de rentrer dans une décarbonation profonde. Et cette décarbonation profonde, de fait, elle implique une maîtrise des impacts sur l'ensemble de la chaîne de valeur. D'où pour nous l'importance d'intégrer cette chaîne de valeur, et c'est-à-dire de l'ancrer au maximum. Tout ce qui peut être ancré en Europe doit l'être. Et c'est un des enjeux majeurs pour pouvoir décarboner profondément. Pourquoi? Parce que si on veut maîtriser l'ensemble des impacts environnementaux sur la chaîne de valeur, il y a un des premiers éléments sur lesquels on va réagir, c'est évidemment le mix énergétique qui est utilisé pour produire, qui est largement, qui est responsable d'une grande part des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, effectivement, l'Europe a un atout majeur à jouer, la France en particulier. C'est d'ailleurs, je fais une parenthèse, largement revendiqué par la filière française, qui revendique vraiment son mix décarboné pour pouvoir produire, et voudrait d'ailleurs que cet avantage soit mieux reconnu au niveau européen. Donc, il y a le mix énergétique qui va être utilisé, avec la France à l'avantage d'avoir une énergie largement décarbonée. Et puis, il y a la nécessité, effectivement, de réduire les flux induits par l'activité industrielle, donc tout ce qui est flux de transport. Et donc, plus on a une activité qui est produite sur un territoire élargi, on parle au niveau européen, plus on va avoir la capacité à maîtriser ces impacts environnementaux. Donc, pour nous, il y a vraiment un enjeu environnemental en plus de l'enjeu social, dans cette nécessité d'intégrer la chaîne de valeur. Il y a un autre élément qui est important dans la décarbonation profonde, c'est que parce que nous, on fonctionne aussi beaucoup en regardant les enquêtes d'opinion et les retours qu'on a de la population, des différents acteurs
de la société face à l'électrique. L'électrique a toujours été un sujet de controverse. C'est évident. C'est les questions sur l'énergie, c'est la conso, c'est les sources énergétiques utilisées, c'est les batteries, c'est la pollution liée aux batteries, c'est la capacité à répondre à la demande en métaux. Mais il y a une véritable exigence de la part de la population, c'est que l'électrique soit, entre guillemets, propre, en tout cas plus écolo, entre guillemets, que le thermique, et qui est vraiment, que ça, ce soit véritablement effectif. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment aller chercher la décarbonation profonde, parce que si on se contente d'avoir, de toute façon, juste de faire ce switch vers l'électrique, de fait, ça ne satisfera pas, je crois que ça ne marchera pas en termes d'adhésion de la population. Et il y en a besoin que la population aussi adhère à cette transition de manière plus rapide que ce qui serait naturel, parce qu'on a effectivement des contraintes climatiques. Donc, je vous disais, l'élément clé, c'est le mix et la maîtrise des flux, et on voit que ça a un vrai impact sur le potentiel de décarbonation. Et là, je vous ai mis un exemple avec la production de batteries, où on compare ici une production européenne, aujourd'hui, mais une production avec une chaîne d'approvisionnement qui serait contrôlée par la Chine, que vous avez à droite, en passant par une production européenne avec le mix actuel de l'Union européenne. Et le plus à gauche, c'est l'impact des batteries avec une production européenne principalement alimentée avec de l'électricité renouvelable, ce qui correspond aux objectifs de transition énergétique et fixés par le Green Deal. Et on voit qu'effectivement, on peut arriver vraiment à réduire les impacts de la batterie jusqu'à 60%. Donc, c'est absolument pas anodin. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit être valorisé. Donc, c'est un élément que je voulais mettre en avant pour vraiment insister sur le fait qu'il y a des vrais enjeux environnementaux à localiser en Europe. Sauf qu'aujourd'hui, les stratégies assez floues d'un certain nombre d'acteurs de la chaîne industrielle et politiques, sur l'objectif 2035 notamment, peuvent mettre en péril les investissements. Et on voit que par rapport à l'ensemble des projets typiquement de production de batteries en Europe, plus de la moitié sont considérés comme étant à risque. En France, on est plus ou moins bien lotis, vu que sur les 4 projets, le risque est relativement faible. Mais globalement, on voit que les incertitudes politiques font peser les risques aussi sur ces projets, et donc sur les investissements qui sont liés. Voilà ce que je voulais vous montrer un petit peu. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était important d'avoir l'adhésion des populations. Il y a deux éléments majeurs dans l'adhésion des populations à l'électrique. Il y a l'accès à la recherche et il y a le prix. Je voudrais commencer par appuyer cette question du prix, puisque là, je m'appuie sur aussi une étude qu'on a publiée en fin 2023. Et puis je crois que ce débat est largement présent dans l'actualité, mais on a vraiment observé une augmentation des prix des véhicules depuis quelques années, qui crée des résistances au changement, et qui crée quelque part aussi une défiance institutionnelle. Donc vraiment là, je voulais vous alerter sur le prix, même si il y a des annonces pour avoir des modèles plus abordables dans les mois et années à venir. Et d'ailleurs, Stellantis s'illustre sur le sujet. On a du mal à percevoir la capacité des annonces à répondre réellement à la demande au vu des volumes produits. C'est-à-dire que pour l'instant, dans ce qui est prévu, ça ne permet pas encore de répondre réellement à la demande. Donc, on va avoir un effet, effectivement, sur les prix, avec des véhicules qui arrivent à moins de 25 000 €, voire moins de 20 000 €. Et ça va dans le bon sens. La question, c'est attention, est-ce que ce sera vraiment suffisant ? Et est-ce que ça induit une réelle rupture avec ce qui est aujourd'hui constaté, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu ces dernières années, comme le montre ce graphique, des augmentations de prix qui sont très largement significatives et qui freinent l'accès à la mobilité et entretiennent la défiance vis-à-vis de l'électrique. Je reprécise que cette augmentation des prix, elle est aussi liée, alors ça ne se voit pas sur ce graphique, mais de manière générale, cette augmentation des prix, elle a été liée à l'augmentation de la taille du poids, l'augmentation des équipements à l'intérieur des véhicules, et c'est pour ça qu'on appelle aussi à prendre en compte les besoins réels des automobilistes. Et quand on dit la prise en compte des besoins réels, vous comprenez l'intérêt aussi d'avoir une filière qui soit ancrée dans les territoires, et donc avec une chaîne de valeur qui soit intégrée. Petit dernier point sur ce slide, je mentionne aussi que quand on favorise les petits véhicules, on va aussi vers des véhicules qui consomment moins de matière.
qui sont donc moins émetteurs en gaz à effet de serre, moins consommateurs d'énergie, etc. Et donc un chiffre du WWF, entre une citadine et un SUV, on a 4 fois moins de métaux critiques. Donc voilà, c'est important aussi de voir que pour aller vers cette décarbonation profonde, on aura besoin d'aller vers des petits véhicules. Donc ça, c'était le dernier point que je voulais vous souligner avant de passer la main à Pierre, justement, qui va nous expliquer aussi, qui parlera de la production de ces petits véhicules. Pierre, est-ce que tu veux que je continue à passer tes slides? Oui, avec plaisir. De toute façon, il n'y aura pas beaucoup de slides, mais peut-être avant de commenter la première slide, déjà remercier le FIR pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement. Je pense que c'est très intéressant et important de pouvoir en discuter ici. Peut-être dire aussi rapidement que donc, le réseau Action Climat, c'est le bureau français d'une organisation européenne et internationale qui réunit un grand nombre d'ONG environnementales, mais pas que, aussi des organisations qui travaillent sur les enjeux d'inégalité, sur les enjeux de précarité, sur différentes expertises, que ce soit sur l'énergie ou pas mal de sujets. En France, par exemple, le réseau réunit des organisations comme Oxfam, comme Greenpeace, comme le WWF et comme FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme. Donc, je vais justement présenter une étude récente. Et on se nourrit du coup de cette expertise multiple pour essayer de porter des propositions dans le débat public et proposer de l'expertise aussi sur toutes ces questions-là. Et donc pas que sur le transport, sur l'ensemble des sujets qui ont attrait à la transition écologique. Peut-être commencer par prolonger ce qui a été très bien présenté par Marie et Jean-Marie, qui est un point, je pense qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que la stratégie actuelle des constructeurs automobiles et notamment de Stellantis n'est pas propre à l'électrique, c'est le prolongement d'une stratégie qui a été entamée en fait il y a plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, et qui est très claire, qui est de réduire les coûts, comme ça a été présenté par Jean-Marie, et d'avoir des investissements et une offre surtout de véhicules automobiles qui se déplacent vers des véhicules qui sont plus chers, à forte marge et à une réduction des volumes produits et vendus. Cette stratégie donc, a été commencée sur le thermique et on en voit déjà les conséquences sur le marché du thermique et elle est en train d'être répercutée exactement et prolongée exactement de la même manière sur le véhicule électrique. Et les conséquences de cette stratégie, elles ont été très bien présentées par Jean-Marie en termes d'emploi. Elles sont aussi clés, et Marie en parlait, en termes d'accès à la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché du neuf est accessible qu'à une toute petite minorité de la population. Un prix moyen d'un véhicule neuf aujourd'hui, on est autour de 33 000 euros. Donc, ça réserve ce marché neuf à une toute petite partie de la population. Donc, au-delà des conséquences en termes d'emploi, il y a aussi des conséquences en termes d'accès à la mobilité, d'accès aux nouveaux véhicules et donc un parc automobile vieillissant en France, notamment, mais en Europe aussi de manière plus globale. Il y a évidemment des conséquences aussi en termes de lutte contre le changement climatique, bien sûr, en termes de qualité de l'air, etc. Mais je développe pas ça ici. Donc, moi, l'enjeu maintenant dans cette partie-là, ça va être de vous présenter que, de fait, c'est un choix stratégique et qu'il y en a un autre qui est possible, il y en a d'autres qui sont possibles. Et peut-être commencer par dire que ces choix stratégiques, ils se font pas, il ne s'agit pas de sacrifier la rentabilité sur l'autel de la transition écologique. Il s'agit au contraire de montrer que la transition écologique peut être mise au service de la réindustrialisation, des emplois, de l'accès à la mobilité, d'une solidarité au sein d'une filière qui soit dynamique sur l'ensemble du territoire et à la fin, quelque chose qui est beaucoup plus vertueux pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, peut-être commencer par, donc, je vais insister sur deux points. Premièrement, et je vais essayer d'être rapide sur la question de la demande, montrer qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie appétence pour une citadine électrique de segment B en France. Et deuxièmement, sur la compétitivité qu'il y a à produire ce véhicule en France. Et en articulant ces deux points, on va bien voir que une autre stratégie qui est basée sur d'autres efforts et avec d'autres bénéfices derrière est possible et envisageable pour les constructeurs et en particulier pour Stellantis. Donc, premièrement, ah oui, et peut-être dire aussi rapidement que cette démonstration, je vais la faire en m'appuyant notamment sur une récente étude donc, qui a été menée par la Fondation pour la Nature et l'Homme et par l'Institut des mobilités en transition, qui émane du think tank de l'IDRI et réalisé avec Seaways et notamment en collaboration avec Bernard Julien, qui est un économiste bien connu du secteur automobile. Donc là, je vais être très succinct sur cette présentation. Donc, je vous invite à lire l'ensemble de l'étude qui est très complet, parce que là, je vais forcément devoir être un petit peu, pas superficiel, mais
choisir les points que je vais montrer et qui sont qu'une partie de la richesse de cette étude. Donc, le premier point, c'est sur la demande de véhicules de citadines et de petits véhicules, que ce soit d'ailleurs thermique ou électrique. Quand on prend le classement, le palmarès des voitures les plus immatriculées en France, c'est principalement des citadines. Cette conclusion, c'est la même sur le véhicule électrique. Si on prend les véhicules électriques qui sont le plus vendus, alors il y a Tesla qui est en train de revenir pour des raisons diverses, mais la Dacia Spring, par exemple, l'énorme succès qui a été la Dacia Spring, témoigne de cette appétence pour un petit véhicule électrique qui soit à peu près abordable, ou du moins plus abordable que le reste de l'offre actuelle. Et on peut aussi citer le succès du leasing social qu'il y a eu en France, avec les demandes qui ont débordé dès l'ouverture de la plateforme, qui montrent que voilà, il y a une grosse appétence aujourd'hui en France pour un petit véhicule qui soit abordable et qui réponde vraiment aux besoins de mobilité, qui sont pas forcément ceux qui sont mis en avant par les constructeurs. Important de donner un chiffre aussi ici, c'est que cette question de l'appétence pour le véhicule, pour un petit véhicule, elle est à pondérer justement en fonction des investissements qu'il y a eu en marketing et en communication de la part des constructeurs pour les SUV. C'est-à-dire que, en effet, il y a eu 4,3 milliards d'euros consacrés à des dépenses de publicité en 2019 par les constructeurs. Et la filière automobile, on a consacré 1,8 milliard à la promotion des SUV en France. Donc en fait, le résultat qu'on voit aujourd'hui avec près d'un véhicule sur deux qui est un SUV, c'est un résultat qui est principalement dopé par des énormes efforts de communication et de marketing. Et ça, c'est un point très important parce que c'est ce que montrait Marie aussi précédemment, c'est que le besoin qui est exprimé par le consommateur n'est pas celui-là dans un premier temps. C'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, le palmarès des véhicules immatriculés en France le montre. Le deuxième point qui doit nous interpeller sur cette slide, c'est que non seulement ce sont des citadines, mais ce sont des véhicules qui sont importés et qui ne sont plus produits en France. Aucun des véhicules du top 10 au moment où a été fait l'étude n'était produit en France. Il fallait aller jusqu'à la 11e place, et la Toyota Yaris, et on en parlera tout à l'heure du choix différent qui a été fait par Toyota, est produit en France, et c'est pas un constructeur français, c'est un constructeur japonais. Et ça doit nous interpeller aussi. Peut-être Marie, tu peux passer à la slide suivante. Parce que maintenant, on va essayer de comprendre euh, pourquoi ce choix a été fait et peut-être déconstruire quelque chose qu'on entend beaucoup et qui a été redit encore par le PDG de Stellantis, par Tavares, la semaine dernière devant vous et devant les investisseurs justement, c'est que il n'est pas possible de produire un petit véhicule en France parce que l'écart de compétitivité avec notamment la Chine est de l'ordre de 25 à 30%. Donc ça, évidemment, si on l'entend comme ça paraît assez évident que il faut poursuivre cette stratégie de lutte des coûts et de délocalisation dans les pays à bas coût, notamment sur le coût du travail. La première question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait qu'un pays comme le Japon, par exemple, avec une structure de coût du travail qui est assez similaire à la nôtre, est capable de produire des véhicules comme les Kikar, qui sont des petits véhicules électriques, avec un prix de vente inférieur à 20 000 euros. Donc ça, c'est un premier point qui, normalement, doit nous interroger, surtout qu'ils le font avec une plateforme, notamment la Nissan Sakura, par exemple, Nissan, qui est une plateforme commune avec Renault, donc avec un constructeur français. Donc on peut se dire, voilà, comment ça se fait que de l'autre côté du monde, sur un pays qui n'est pas non plus un pays à bas coût, ils sont capables de produire ces véhicules-là. Donc, ça a été la volonté de la FNH et de l'IMT de se plonger un petit peu plus sur ce constat de quel est vraiment le niveau de compétitivité aujourd'hui de la production, alors pas de n'importe quel véhicule, d'une citadine de segment B sur le territoire français. Et pour ça, ils ont comparé donc le coût de revient de la production d'une citadine de segment B en France, en Espagne, en Slovaquie et en Chine, afin d'avoir un panel assez représentatif de ce qui est possible aujourd'hui en termes de choix de pays de production et d'assemblage. Pour cela, donc, ils ont fait beaucoup de choses. Je vous passe toute la méthodologie, mais ils ont notamment décomposé les coûts entre quatre grandes sections avec quatre hypothèses qui sont assez classiques sur le coût du travail, le prix de l'énergie, la subvention aux investissements et les impôts de production.
En partant de cette première analyse à grosse maille, ils constatent un écart de compétitivité sur ces véhicules-là de l'ordre de 6 à 8% pour l'Espagne et la Slovaquie et de 11% pour la Chine. Alors, on est déjà très loin du 25 à 30% qui est mis en avant par Tavares, mais on reste quand même sur un écart et un différentiel qui est assez significatif. On peut comprendre que sur un écart de 11%, ça a quand même vraiment de l'impact sur le prix qu'on est capable de proposer, sur les marges qu'on est capable de réaliser. Ça reste très significatif. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont affiné cette analyse. Et Marie, s'il te plaît, si tu peux passer la slide d'après. Ils ont affiné cette analyse et plutôt, notamment par exemple sur le coût du travail, d'analyser euh, de prendre une moyenne du coût du travail dans le secteur automobile dans ces différents pays, ils ont affiné en se disant, bon, bah d'accord, alors pour euh, on va dire, chaque partie de production du véhicule, quel est par région le coût du travail véritable qui est payé dans ces différentes régions. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de comparer tout ce qui se fait sur le secteur automobile en France, ça va être qu'est-ce qui se fait dans le nord de la France par rapport à ce qui se fait à côté de Bratislava, par rapport à ce qui se fait ailleurs en Saragosse en Espagne et je ne sais plus la région qui s'avait choisie en Chine, mais qui était particulièrement représentative en fait où sont vraiment produits ces véhicules-là. Et ça permet donc de cibler ces coûts de travail sur les cols bleus et donc sur ce qui nous intéresse vraiment quand on analyse les différentiels de compétitivité. Pareil, sur les subventions aux investissements, ils sont allés beaucoup plus loin que ce qui avait été fait dans un premier temps en prenant l'ensemble des subventions qu'il peut y avoir au secteur automobile. Et en France, notamment, c'est un secteur qui est globalement très aidé, assez subventionné. Et donc, là aussi, ça permet de réduire les écarts. Je vous laisserai regarder la méthodologie dans l'ensemble parce que je vois que le temps file. Mais là, on voit surtout que les écarts sont encore d'un autre ordre. On tombe à 2,5-2% pour l'Espagne et la Slovaquie. Donc là, c'est vraiment, on rentre dans quelque chose qui peut être considéré comme négligeable, et de 6% par rapport à la Chine. Et Marie, je t'invite à passer la dernière slide. Donc cet écart de 6% aujourd'hui, est-ce qu'il justifie les conséquences des choix stratégiques qu'on a évoqués tout à l'heure? Euh, D'autant que, bah, ça c'est sur la question des emplois, peut-être un point, parce qu'il me paraît important que j'aimerais quand même dire avant de laisser les questions. Euh, Il y a un cercle vicieux en fait qui s'est enclenché de manière très claire avec les stratégies de délocalisation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, en réduisant les volumes qui sont produits en France, en délocalisant, en perdant un savoir-faire sur ces véhicules de segment B, etc., la compétitivité a été abîmée. Donc aujourd'hui, ce 6% qu'on constate avec la Chine, ce 2,5% qu'on constate avec l'Espagne, en fait, si d'autres choix stratégiques avaient été faits, il sera encore inférieur, voire peut-être que la France sera en position de force sur ces questions-là. Et ça, il y a un exemple qui le montre très bien, c'est l'exemple de Toyota. Toyota, eux, à l'inverse, à contre-courant de tous les autres constructeurs, et notamment des constructeurs français et notamment de Stellantis, ils ont fait le choix de maintenir une production de véhicules en France. Et avec des volumes constants et avec une relation de confiance avec les différents fournisseurs. Et en fait, ça leur a permis de dégager une forte compétitivité. Et aujourd'hui, on estime que le site de production de Toyota à Warren, de mémoire, est aussi compétitif que qu'un autre site de production en République tchèque, par exemple. Donc, cette situation, qui est un écart de compétitivité nettement moins important que ce qui est présenté aujourd'hui par Tavares, et quand on affine un petit peu cette analyse, déjà, il est nettement moins important, et surtout, en fait, il est la conséquence des stratégies de délocalisation et de déplacement vers des véhicules premium pour réduire les volumes, augmenter les marges. Donc, un autre chemin est possible. Et cet autre chemin, il est aussi intéressant pour l'emploi. Si on prend au mot le président de la République et l'objectif de produire 2 millions de véhicules électriques en France, ce qui implique du coup par rapport au volume actuel de relocaliser 700 citadines électriques produites en France, si on fait ce choix d'aller donc, sur des véhicules sur ces citadines. L'étude de la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'IMT montre que cela pourrait créer 25 800 emplois directs. On sait aujourd'hui que la production d'un véhicule électrique elle est moins intensive en emploi qu'un véhicule thermique, qui fait peser une menace sur l'emploi à relativiser, comme le présentait Jean-Marie, c'est pas, enfin, si on produit des volants, c'est pas, enfin, il y a des usines qui ferment aujourd'hui qui produisent des volants. On aura quand même besoin d'un volant pour une véhicule électrique. Donc, on montre bien que les pertes d'emploi qu'il y a dans le secteur automobile ne sont pas uniquement liées au passage à l'électrique, mais surtout
qu'il y a un autre chemin qui est possible avec une vraie stratégie assumée de relocalisation d'une partie de la production. C'est possible, on l'a vu en termes de compétitivité, économiquement, c'est rentable. C'est possible en termes de demande. La demande est très forte et elle peut être soutenue en plus par le gouvernement, par différents mécanismes. Et le résultat, il est bénéfique pour l'emploi, pour l'accès à la mobilité, pour la transition écologique et pour notre tissu industriel, et pour l'ensemble des fournisseurs qui, eux, aujourd'hui, sont ceux qui tirent la langue. Peut-être finir là-dessus, ça a été aussi dit par Jean-Marie, mais ça me paraît être un point clé, c'est que ce modèle qui a été choisi aujourd'hui par Stellantis et par les autres constructeurs français, il permet de dégager des dividendes à court terme qui sont extrêmement intéressants pour les actionnaires et pour les investisseurs. Pour combien de temps? C'est la question qui est posée par l'article qui a été publié tout à l'heure. Mais surtout, à quel prix pour les différents enjeux, mais aussi pour les fournisseurs qui aujourd'hui tirent la langue face à la situation de la filière automobile en France. Et je conclus là-dessus. Juste peut-être rajouter un tout petit point, c'est qu'on a parlé beaucoup de fabrication de pièces et de composants et d'assemblage, mais ça concerne tout autant la question de la R&D et des prestations intellectuelles. Ces mécanismes dont on parle. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit en ouvrant vos micros. Peut-être pour faire venir... Ah, je vois que Mathieu... mais ça... Bonjour à tous, merci pour la présentation. J'avais quelques questions. Alors, assez surprenant le délai fournisseur de paiement et la stratégie qui a été mise en place derrière. Est-ce que vous identifiez des nouvelles zones de risque sur des parties de la chaîne d'approvisionnement de Stellantis, sur des fournisseurs qui sont à risque dans le même schéma que ce que vous avez pu décrire? Et également, en termes de risques sociaux, sur des grèves à venir que vous pourriez anticiper sur une transition qui ne serait pas juste de manière générale. Donc, un premier point sur le risque d'approvisionnement en chaîne de valeur dû à des mauvaises relations fournisseurs et entreprises, et également risques sociaux sur la transition pas juste, qui ne serait pas juste. Question plutôt pour Jean-Marie. Ouais, je veux bien essayer de répondre à une partie de cette question-là, de ces questions, pardon. On a déjà eu à gérer dernièrement toute la question des fonderies. Fonderies où on a fermé la MAF, on a fermé la SAM, on a fermé un certain nombre de fonderies et on a vu les activités se délocaliser en Espagne ou en Pologne, par exemple, alors que les besoins étaient toujours là. Sur les relations clients-fournisseurs, on a effectivement nos camarades, comme je le disais, qui nous ont remonté ce genre d'informations sur des entreprises qui fabriquent des composants qui ne sont pas forcément en lien avec l'électromobilité, comme on le disait, hein. Ça peut être des éléments de colonne, des choses comme ça. Alors, le cas de MAF était intéressant parce que ils étaient quasiment, c'est un des rares endroits où ils sont en monosourcing. Et ils étaient quasiment en monosourcing, Stellantis, sur ces pièces-là. Parce que c'est le canal historique de Stellantis au travers de l'ancien site PSA, quoi. Pour le reste, ils sont souvent en double ou triple sourcing. Et du coup, c'est là où ça ne tient pas la route. C'est qu'il n'y a pas cette volonté de maintenir à la fois de l'activité sur les sujets. On a par exemple, c'est nos collègues de Caen, de Stellantis de Caen, qui nous ont expliqué que même en interne, ils mettent à l'appel d'offres en fait Stellantis avec les autres concurrents pour toujours tirer plus bas comment dirais-je, les prix. Donc les questions autour des mouvements sociaux,
vont se retrouver, de notre avis, hein, assez rapidement sur un certain nombre de pièces et composants du type bielle, du type vilebrequin, etc., etc., pour la bonne et simple raison que tout ce phénomène de la moins-disance économique s'organise dans un même temps, où on va vous le dire très clairement, on externalise tout ce qui est en lien avec le moteur thermique, hors de France principalement, pour faire le plus rapidement possible le maximum d'argent sur la fin du moteur thermique. Donc ça va s'accélérer. Sur tout ce qui est composant et en lien avec le moteur thermique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a ce qu'on a appelé, alors excusez-moi, je sais que je vais refaire une allusion et je pense, vu votre âge, ça va peut-être pas vous parler, mais je vais m'y tenter. C'est la question d'Highlander, en fait, d'être les derniers de la bielle, les derniers du vilebrequin, par exemple. Aujourd'hui, on est confronté à ça. C'est des entreprises qui distillent ces messages auprès des équipes. Et ça va poser un problème assez rapidement parce que de toute façon, les volumes ne seront plus au rendez-vous. Et on va se retrouver assez rapidement sur ces sujets-là, quoi. Donc anticiper, c'est un vrai sujet. On a une vraie difficulté à embarquer nos équipes parce que les contre-messages donnés par la direction sont très compliqués à contrer. Mais il y a fort à parier que d'ici quelques temps, on va se retrouver assez rapidement avec des difficultés autour des pièces et composants liés directement au moteur thermique. Voilà. Et j'en profite d'une deuxième question, pardon. Est-ce que vous discutez avec vos collègues de UAW outre-Atlantique? Parce qu'il y a déjà eu des grèves significatives outre-Atlantique. On voit les investissements qui sont faits par Stellantis aux États-Unis, notamment des réclamations sur la transition juste et l'électrification. Est-ce que vous êtes en contact avec ces syndicats? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes en contact avec eux et percevez des similitudes entre les deux continents? Alors, on est en relation avec, au travers de nos activités avec Industrial sur la partie européenne, avec Industrial Europe et au niveau mondial avec Industrial Global Union. Donc effectivement, on a des relations. Ils sont venus plusieurs fois témoigner de la situation pour UAW. UAW, c'était intéressant aussi parce que c'était principalement que des constructeurs de rang 1 qui étaient comment dirais-je, dans l'action et pas forcément la chaîne de sous-traitance. Alors que nous, à l'inverse, en France et en Europe, on essaye plutôt de faire le mouvement inverse, c'est-à-dire d'organiser la chaîne de sous-traitance parce que c'est à partir des éléments de la sous-traitance qu'on fabrique. Et c'est là tous les enjeux qu'on a, hein. Effectivement, ceux qui ont les moyennes pressions sont ceux qui sont sur l'assemblage final. Mais MAF, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, ils étaient en mono-sourcing, juste pour information, hein. Stellantis était prêt à lâcher 45 000 € par personne en supralégal s'il reprenait le travail. 45 000 € fois 280 salariés, ça fait plus ce que Stellantis a mis dans le fonds dédié auto pour aider les salariés les entreprises de la filière auto en soutien. Ils ont mis 10 millions dans le fonds auto, ils étaient prêts à en lâcher 13 pour pouvoir reprendre le boulot et continuer à faire leur voiture, quoi. Donc très rapidement, ils ont repris la main sur la FAB. Du coup, ils sont passés de 45 à 20 000, puis de 20 000 à 0. Voilà. Donc oui, on a des relations avec les autres, mais ce n'est pas tout à fait le même mécanisme qui est en train de s'opérer pour nous. On a un gros intérêt à ce que la France ne soit pas qu'une terre d'assemblage de véhicules. On veut et on tient absolument à ce que la France demeure une terre de conception, une terre de fabrication de pièces et de composants. Typiquement, vous avez 2 sites aujourd'hui qui sont en difficulté, c'est Valor à Bouigny et à Vouziers. Donc, vous parliez de risque potentiel de mouvement, vous allez avoir quelque chose de cet ordre-là, de ce côté-là. C'est dans les Ardennes. Enlever ces 2 sites-là, ça devient un désert industriel. Voilà. Donc, il y a une responsabilité sociale, effectivement, au niveau des entreprises de l'auto sur la chaîne de fabrication et de conception au global, quoi. C'est pour ça que c'est. Mais on est bien en relation avec UAW. Et si je peux me permettre de rajouter une dernière chose, je suis bavard, je sais, c'est que c'est en train de monter effectivement à l'intérieur aussi des fabricants.
des assembliers. Le verbatim qu'on a utilisé dans l'article qui a été repris par Le Monde, on fait plus des bagnoles, on fait du fric. C'est pas un équipementier qui a dit ça. C'est pas un équipementier. C'est quelqu'un qui fabrique des voitures, qui les assemble et qui en est là, quoi. Qui voit comment ça dérive aussi à l'intérieur de la chaîne de fabrication et d'assemblage des véhicules. Et on ne peut pas dire que ce qui se passe aujourd'hui avec les moteurs Puritech et la problématique des airbags de chez Takata soit un facteur rassurant. Voilà. Je viens d'un autre secteur et je peux vous assurer que la politique de la moins-disance économique, ça finit toujours mal, d'un point de vue technique. Merci beaucoup. Je Merci crois que beaucoup. Marie, vous voulez intervenir. Sauf s'il y a une autre question, mais c'était juste pour appuyer un peu là, ce que disait Jean-Marie à l'instant, et appuyer sur un autre argument en faveur de l'intégration de la chaîne de valeur, hein, quand on dit qu'on ne veut pas juste être assembleur, mais il y a un vrai enjeu pour l'emploi et pour l'environnement à avoir les différentes activités nécessaires à la distribution de voitures en Europe et en France en particulier. C'est un fait que je voudrais rappeler, c'est que le premier plan de relance mis sur pied par le gouvernement post-Covid, c'était un plan de relance pour l'automobile. C'était le 26 mai 2020, c'était avant le plan de relance général, avec déjà 15 milliards. Alors, il y avait 5 milliards de prêts garantis. On était déjà sur des montants qui étaient assez importants. Ensuite, le secteur automobile a bénéficié du plan de relance en septembre et il y a des aides qui sont importantes. S'ajoute à cela les aides à l'achat qui sont présentes depuis plusieurs années dans le PLF. Les dernières aides très marquantes, c'est les 650 millions d'euros dédiés au leasing social pour accompagner la baisse des prix sur les petits véhicules. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on a un secteur qui est largement aidé au niveau étatique. À cela, on peut additionner les aides qui sont souvent mises en place au niveau local. L'absence de contrepartie et de responsabilisation des acteurs industriels sur les territoires alimente des relations difficiles, voire conflictuelles avec certaines collectivités et avec la population en général. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'on insiste sur cette importance, parce que l'importance des aides qu'on voit depuis le post-Covid pour notamment cette transition vers l'électrique, si elle ne s'accompagne pas d'effectivement un ancrage plus fort et une dynamique progressivement en faveur de l'emploi et d'une plus grande responsabilité environnementale sur les territoires, globalement, ça ne marchera pas. Sauf si on cherche à alimenter la défiance sur les territoires. Voilà, je voulais un peu marquer ça, puisqu'effectivement, on a des effets réels sur la rentabilité à court terme d'une stratégie, mais qui sans doute, et pour reprendre les termes qui ont été utilisés dans l'article publié ce matin, on peut se demander si ça allait trop loin. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à long terme, c'est se tirer une balle dans le pied d'un point de vue économique et environnemental et démocratique. Merci beaucoup. Oui, Jean-Marie, tu voulais Peut-être rebondir. rappeler aussi par ailleurs que quand ça part, ça revient difficilement, quoi. Quand les activités quittent le territoire, on les fait difficilement revenir. Donc, tout l'intérêt effectivement à sécuriser une chaîne de valeur complète et la plus large possible, c'est quand même de premier ordre, quoi. Éviter que les activités quittent la France, quittent l'Europe, quoi. Quand bien même après, d'un point de vue, là je reprends ma casquette syndicale, hein, voir arriver des activités hors de France, pour peu qu'elles soient sécurisées en Europe, est une très bonne chose, quoi. Voilà. C'est pas recentrer les activités, mais on a déjà perdu 100 000 emplois les 15 dernières années. Dans le scénario de 2021 que je vous ai mis en lien dans le chat, on avait identifié que si on faisait rien ou si on faisait mal, on allait de nouveau perdre 100 000 emplois dans les 15 prochaines années, quoi. Merci. Je crois que Patrick Costan voulait intervenir. Oui, rapidement. C'est peut-être plus une question pour Marie Chéron. En termes d'accessibilité et d'accès à l'électrique,
Quels sont les leviers que peuvent utiliser les entreprises? Est-ce que les batteries solides vont aider, et quels sont les constructeurs qui sont les plus avancés? Alors, merci pour votre question. Alors, si je commence par la fin, concernant les batteries solides, non, on ne les voit pas arriver tout de suite. Et on a à ce stade peu de lisibilité sur les stratégies de chaque constructeur sur le sujet, parce que ça reste encore trop confidentiel pour qu'on ait accès aux données à ce stade. Ça va peut-être venir, mais là, c'est un peu encore tôt. Sur l'accessibilité, aujourd'hui, c'est essentiellement les prix et les modèles et les niveaux d'équipement qu'on met sur le marché. Pour nous, c'est un élément clé, et c'est pour ça que ça fait, je pense, 2-3 ans que l'on matraque, si je peux me permettre le terme, sur le fait que oui, on peut produire en France des véhicules qui soient plus petits, et que j'insiste beaucoup sur la nécessité de prendre en compte les besoins réels et pas juste de s'appuyer sur les études marketing, parce que c'est pas du tout les mêmes logiques. Donc, petit véhicule, ça c'est essentiel. D'autre part, un élément important. Tout à l'heure, j'ai mentionné les bonus, donc les aides. On a un marché de l'électrique qui est quand même tiré par les bonus depuis plusieurs années, et c'est vrai dans les différents pays où ils sont en place. Et on voit que quand on enlève les bonus, ça crée un effet, ça peut créer un effet. Ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer à mettre, les gouvernements en l'état des budgets actuels et avec les contraintes existantes, il ne pourra pas y avoir des bonus tout du long. Et quand on passe 20% de part de marché chez les particuliers, chez les entreprises, c'est beaucoup plus bas. Les particuliers, c'est quand même un peu plus de la moitié du marché, du véhicule neuf. On est quand même à plus de 20%. Donc, à un moment donné, le bonus pour les populations qui sont la part de la population la plus aisée, elle est questionnable. Et de fait, c'est normal qu'elle soit remise en question et qu'il y ait effectivement un basculement des aides vers les populations qui en ont le plus besoin. Et c'était pour nous l'intérêt du leasing social. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous que le leasing social soit reconduit, même si effectivement, il faudra qu'il soit ajusté, amélioré. Et à ce titre, voilà, ceux qui sont intéressés, on pourra vous envoyer nos recos. Mais effectivement, il y a beaucoup à faire, mais c'est très important qu'il y ait des politiques d'accompagnement qui soient ciblées sur sur ceux qui en ont plus besoin. Pour nous, c'est le principal levier après l'évolution de l'offre par les constructeurs. Merci. Peut-être pour compléter. Ah, pardon. Vas-y, Marie. Rapidement. Non, mais rapidement. Pas de problème. Mais... Très rapidement, je m'inscris totalement dans ce qu'a dit Marie. Un autre levier qui est très important, là où il faut être réaliste aussi, c'est que sur le marché du neuf, l'électrique va rester inaccessible pendant encore plusieurs années. Donc, la question qui se pose, c'est comment on structure le marché d'occasion. Et ça, c'est un point clé. Aujourd'hui, qui structure le marché d'occasion? Les flottes d'entreprises. Un véhicule très rapidement, un véhicule qui est acheté par un particulier neuf, il se retrouve 13, 14 ans plus tard seulement sur le marché d'occasion. Un véhicule qui est acheté par une entreprise se retrouve d'ici 3-4 ans sur le marché d'occasion. Et c'est comme ça qu'on va permettre d'équiper les ménages dans les années qui viennent. C'est en demandant plus d'efforts aux entreprises qui aujourd'hui s'électrifient 2 fois moins vite que les particuliers, alors qu'elles ont la capacité de le faire. Donc, il y a 2 leviers. D'un côté, il y a la question de l'offre qui doit s'adapter aux besoins. Donc, aller sur des véhicules qui sont plus petits, moins équipés, plus abordables, avec des vraies innovations aussi sur comment on produit un petit véhicule pas cher ou moins cher. Mais avoir en tête qu'il faut en même temps demander plus à ceux qui ont la capacité de faire des efforts. Et c'est notamment les flottes d'entreprise pour lesquelles les véhicules électriques sont les plus rentables à l'usage, etc. Et qui ont la capacité de le faire, qui ne le font pas aujourd'hui. On est à 8-10% d'électrification dans les entreprises. Et c'est elles qui vont structurer derrière le marché d'occasion. Et donc là, vraiment donner structurellement accès aux véhicules électriques pour plus de monde. Merci beaucoup. Peut-être en un mot, Jean-Marie, rapidement. Oui, très rapidement. La question des technologies posée est intéressante. Aujourd'hui, c'est plutôt la techno LFP qui est en train d'être discutée. Parce que longtemps, on est parti sur une question d'autonomie. En fait,
s'est trompé de voie. Hein. Nous, on a tout le temps dit on préfère des petits véhicules avec des petites batteries. Et la question, c'est le temps de charge plus que l'autonomie one-shot d'une batterie qui permettrait de faire 1000 km. Et je le rappelle, ne nous trompons pas de cible. On n'est pas en train d'expliquer que demain, tout le monde roulera à l'électrique. On est sur un chemin avec un objectif 2035, 2050. Et la question, elle est bien de décarboner le parcours roulant petit à petit et en le faisant le plus socialement responsable, en donnant accès à ces véhicules dont on parle, les petits véhicules A et B, à des tarifs qui sont compétitifs. La question de la ruralité, par exemple, moi j'habitais dans une petite commune de 250 habitants, à 25 km de toute plaquette de beurre, et je roulais à l'électrique et je n'ai jamais eu un seul problème pour me recharger à la maison. La cible, elle est là, par exemple. Ne nous trompons pas de cible. Donc, n'écrivons pas un mauvais récit, faisons pas un procès d'intention. Il y a l'électromobilité, il y a un chemin sur lequel on doit s'inscrire et pour lequel la France, les salariés en France et en Europe ont un vrai rôle à jouer. Voilà. Et du coup, pour terminer, pour Stellantis, ce qu'on est en train de vous expliquer depuis ce matin explique pourquoi M. Tavares est monté au créneau sur l'augmentation des frais de douane pour la Chine. Parce que pendant des années, ils n'ont eu de cesse de nous expliquer que les Chinois sont méchants quand ils viennent amener les voitures fabriquées en Chine pour leur propre compte, sans partenariat avec des constructeurs européens. Et ils sont déjà plus gentils quand il s'agit de fabriquer des pièces et composants qu'on vient faire monter dans des véhicules en Europe, quoi. Donc voilà. Donc ceci expliquant cela, nous on a plutôt accueilli de façon positive l'augmentation des frais de douane proposés par l'Europe, à l'instar de ce qui peut se faire dans d'autres pays. Voilà. Et ça impose, enfin ça favorise l'implantation d'acteurs comme Volvo qui est sous pavillon chinois et qui va fabriquer ses véhicules électriques en Europe. Voilà. Voilà. Très bien. Bah, un grand merci à vous trois à nouveau. Je pense que c'était très riche. On vous enverra donc les différents rapports qui ont été mentionnés et articles. N'hésitez pas à l'issue du call à nous écrire si besoin. Donc merci beaucoup Merci et bonne beaucoup, journée Marie. à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. bonne journée, au Au revoir. revoir. Merci. Merci, au revoir.